Alors, la conférence d'Élie Thomas sur l'histoire du féminisme français du 19e à nos jours va commencer. Donc, Élie, qui est un étudiant et militant sur les questions queer et féministes, notamment, mais pas que, qui milite au sein de la Poudrière, de Nous Toutes, de la LHDL, qui est très présent sur le terrain depuis longtemps. Et donc, je vais lui laisser la parole. Bonjour. Alors déjà, je suis désolée d'avance si ma voix craque. J'étais en manifestation hier. Et j'ai traité ce sujet-là qui est très très vaste parce que du coup, je me suis retrouvée à traiter 150 ans quasiment d'histoire. Et il a fallu que je fasse un choix entre le traiter de manière purement historique, comme je le ferais avec mes cours, ou le traiter en m'éclatant, un peu militant et tout. J'ai fait un peu en entre-deux, je suis allée chercher des tafs que des historiens et sociologues ont déjà fait, et je me suis éclatée dessus. Donc voilà. Alors du coup, il faut aussi expliquer pourquoi j'ai placé la limite au 19e siècle, et plus précisément au milieu du 19e siècle. C'est parce que je m'intéresse particulièrement au féminisme sous la République, et notamment j'avais trouvé un extrait d'un article Universalis, Encyclopédia Universalis, qui disait qu'on parle réellement de féminisme qu'à partir du 19e siècle, parce que la Révolution française, puis celle de juillet 1830, permet l'émergence des femmes comme sujet politique avec des revendications. Je quote, « C'est l'émergence de la pensée révolutionnaire qui permet l'expression de l'exigence féministe ». Et je trouve ça vachement intéressant que justement, c'est un truc que j'avais pas perçu quand je m'y suis intéressée, mais en effet, la femme n'est sujet politique qu'à partir de la République. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais étudier les vagues, parce qu'on entend toujours parler de vagues, de la première, de la deuxième, de la troisième vague. Et je milite depuis des années sans vraiment savoir ce que c'est les premières, deuxième, troisième vagues, en quoi ça consiste, qui c'est, par qui, comment, où, etc. Donc petit topo. Il y a déjà une première vague qui a lieu à peu près entre 1830 et 1930, c'est vaste. Une seconde vague qui démarre vers 1950 et qui se termine dans les années 80. Et une troisième vague qui, du coup, démarre dans les années 90 et n'est pas encore vraiment terminée aujourd'hui. Même si on parle des fois d'une quatrième vague. Et du coup, pour comprendre ça un peu, pour résumer, la première vague, c'est vraiment la question principalement des droits civiques. Ça va être l'enjeu du droit de vote. La seconde, ça va être le corps. Évidemment, je résume parce que c'est tellement plus vaste que ça. Et la troisième, c'est la question de l'espace public, mais aussi de l'intersectionnalité. Donc on va revenir sur ces trois points-là tout au long de ces 20 minutes. Je vérifie le chrono parce que j'ai beaucoup de matière. Je n'ai pas lancé le chrono. Merci. Du coup, 1848. 1848, petite révolution en France. Les femmes demandent déjà à l'époque la réforme pour le divorce, l'égalité salariale, le droit de vote, une meilleure répartition des tâches ménagères, la liberté sexuelle, l'accès à de meilleurs emplois, la protection des mères célibataires, mais surtout et d'abord l'instruction. Ça vous rappelle tous quelque chose, je pense. C'est triste de se dire qu'ils y étaient déjà. Fin du 19e siècle, on retrouve par exemple l'ouverture de centres type Société Havraise, qu'on a déjà abordé. On retrouve aussi des grèves sociales féministes en 1905, des grèves pour la dignité liées au harcèlement sexuel, qui sont soutenues par les syndicats, mais aussi par les bourgeoises. Et là, on voit que la conscience de classe est parfois supérieure à la conscience de genre, malheureusement. Donc, on se concentre surtout sur les droits civiques et le droit à l'instruction, puisque l'instruction, c'est l'émancipation. Par exemple, en 1880, et là j'ai honte, 82, les lois Ferry qui rendent l'accès à l'école publique gratuite et obligatoire, laïque. Je suis en train de me mélanger dans mes notes. Merci le stress. Quand on s'intéresse un peu au féminisme de manière vague, surtout la première vague, on pense surtout au féminisme bourgeois, celle qui lutte contre l'alcoolisme, qui ont des moyens, qui se retrouvent dans des salons pour discuter et tout. En fait, c'est pas le cas. Elles existent, mais il y a aussi un féminisme ouvrier, syndicaliste, de gauche, des femmes qui ont fait la commune, qui ont adhéré à des partis, qui se sont organisés des congrès. L'existence du journal La Fronde, en non-mixité, finance par exemple des syndicats féminins. Donc ça montre qu'il y a une réelle activité féministe durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. En
Le 14 juillet 1881, c'est une petite anecdote que j'aime bien, c'est la première manifestation féministe française qui est reconnue. Et c'est l'enterrement symbolique des droits de la femme en hommage aux femmes mortes pendant la Révolution de 1789. Donc on a déjà des formes de happening et de manifestations qui ne sont pas forcément d'ailleurs liées au droit de vote, mais vraiment aux droits de la femme. Au niveau de lutte, aussi, certaines d'entre elles refusent de recensement. Si elles ne comptent pas, on ne les comptera pas. Elles dégradent des bureaux de vote, elles cassent des fenêtres notamment. Elles refusent de se laisser conseiller, donc refusent de laisser voter quand elles ne peuvent pas voter. Elles perturbent même des séances de l'Assemblée nationale en balançant des tracts depuis les balcons. Une autre petite anecdote que j'aime bien, c'est qu'elles n'ont pas le droit de vote, mais en fait, il n'y a rien dans la loi à un moment qui leur interdit de se présenter à des élections. Du coup, elles font partie de listes, et les premières listes dans lesquelles elles font partie, c'est des listes du Parti socialiste, puis du Parti communiste. D'ailleurs, c'est marrant. On pense toujours... Enfin, il y a toujours des débats sur la gauche et la droite qui refusent de donner le droit de vote aux femmes, parce que du coup, dès les années 80, les femmes luttent pour avoir le droit de vote. À l'entrée en guerre, ou à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a de nombreux pays où les femmes obtiennent le droit de vote. C'est pas le cas en France. En fait, ça s'explique par plusieurs choses. La gauche bloque le droit de vote des femmes parce qu'ils ont peur du droit de vote conservateur, parce que les femmes sont des grenouilles de bénitier dans leur tête et que du coup, elles vont forcément voter des partis catholiques. Donc, c'est pas dans l'intérêt de la gauche de filer le droit de vote aux femmes, mais ils sont pas forcément contre l'émancipation féminine. La droite est plutôt pour le droit de vote des femmes, mais en fait, ils sont pour le droit de vote catholique conservateur, et ils n'ont rien à carrer du droit de vote de la femme et de la femme en elle-même. Elle est juste un moyen d'obtenir plus de voix. Au moment de la Première Guerre mondiale, le droit de vote, c'est plus trop la question. Il y a plein d'autres trucs à gérer, l'effort de guerre, le combat, et la question est repoussée un peu. Après la guerre, il y a une réelle crise de la masculinité. C'est-à-dire que les hommes sont, avec le shell shock, l'obusite en français, les grands blessés de guerre, etc. On a toute une génération, enfin plusieurs même générations d'hommes qui sont blessés et qui sont plus aptes à performer la masculinité comme on l'entend. Et donc, il faut un peu reviriliser la France. Donc, donner le droit de vote aux femmes à ce moment-là, c'est pas forcément intéressant pour justement viriliser la France. Et en parallèle, les femmes sont aussi renvoyées beaucoup à leur rôle de mère et de... La guerre, ça fait des morts, faut repeupler la France, évidemment, faut faire des bébés. On préfère qu'elles fassent des bébés plutôt qu'elles aillent voter. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, entre 1920 et 1923, que l'avortement est vraiment interdit, parce que avant, il était techniquement interdit, mais il y a eu 80% des cas de traînée en justice qui étaient acquittés. Là, il y a un réel changement de manière de traiter le sujet par la justice. Et on bascule du coup jusqu'à 18%, je crois que c'est en 1935 si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a vraiment un changement drastique au niveau des condamnations, il y a beaucoup moins d'acquittements et c'est beaucoup plus réprimé beaucoup plus violemment. Donc, c'est le corps des femmes qui est toujours un objet, et en plus elles n'ont toujours pas le droit de vote. Donc c'est à ce moment-là, je parlais tout à l'heure des femmes qui se présentent dans des listes, d'abord du PS puis du PC. C'est dans les années 20 d'ailleurs qu'il y a des femmes qui sont élues dans les listes du PC. Et c'est le Conseil constitutionnel qui refuse les listes en fait. Et du coup elles sont élues quasiment que pour 6 mois jusqu'à ce que le Conseil bloque et qu'elles soient parties. Mais du coup on a bien des femmes élues avant même d'avoir des femmes qui votent. D'ailleurs... On parlait tout à l'heure, pendant la conférence précédente, du droit de vote qui a été donné ou acquis par les femmes. De Gaulle ne fait pas un cadeau aux femmes, techniquement, il fait un cadeau au Parti communiste. Évidemment, je simplifie beaucoup tout le fait, parce qu'il faut que je tienne que 20 minutes. Mais le Parti communiste a joué un rôle très très important dans la résistance, et les femmes également. Et en fait, le Parti communiste fait pression sur le gouvernement pour que les femmes aient le droit de vote. Voilà comment ça se passe. Donc c'est... pas donné aux femmes, c'est demandé, mais est-ce que c'est vraiment lié que aux femmes? Non. Du coup, en fait, souvent on a tendance à placer la fin de la première vague à 1830. 1830, en gros, c'est la crise de 29 qui fait tout baisser. On
On vient d'avoir la perte de la virilité, du coup la revirilisation des hommes. On a l'avortement qui est fortement condamné, la crise de 29, la question est plus là, et grosse chute de mouvements réellement féministes. Il y a toujours des féministes qui sont là, il y a toujours des féministes qui sont actives, mais on n'a plus de mouvements massifs comme pouvait y avoir, et d'organisations en fait, de luttes féministes puissantes. Et ces organisations-là, elles vont revenir. Du coup, on commence la deuxième vague souvent vers 1950, techniquement 1945, 49, avec l'apparition du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. En 1956, il y a des associations qui réclament le droit à la pilule. Et là, ça me déprime à chaque fois, c'est que ce droit à la pilule est autorisé en 1967, donc 11 ans après. En 1971, il y a le manifeste des 343 salopes, qui sont 343 femmes, personnalités publiques, qui annoncent publiquement avoir eu déjà dans leur vie recours à l'avortement, alors même que l'avortement est encore illégal et encore fortement réprimé. En 1972, il y a le plaidoyer de Gisèle Halimi. Et c'est là qu'on voit vraiment avec tout ce courant autour de et ce développement de lutte autour de l'avortement, c'est qu'il y a une réelle hypocrisie parce qu'en fait, les bourgeois, elles avortent en Angleterre ou en Belgique. Les femmes des colonies, elles sont forcées d'avorter. Et en France, on oblige les prolétaires à garder les enfants qu'elles ne veulent pas. Lié à ça, il y a par exemple en 1973 la fondation du MLAC qui est liée à la méthode Karma. La méthode Karma, c'est une méthode d'avortement qui est par aspiration plutôt que par curetage. Et sur le MLAC, moi j'aime beaucoup le film Annie Colère, qui est très bien, qui est une fiction, mais qui, je pense, est très documenté, qui est très intéressant. Et ce que j'aime bien notamment dans ce film-là, c'est que ça montre bien que les femmes, quand elles avortent avec le MLAC, elles choisissent réellement leurs conditions d'avortement. Et avec le MLAC, je pense qu'on peut dire que l'avortement devient un acte militant. En 1974, donc on a la légalisation de l'IVG qui est confirmée en 1979, mais il faut attendre 1982 pour être remboursé par la Sécu. Et du coup, c'est dans les années 70 que, avec justement Simone Veil, les luttes et les discours autour de l'avortement et ce genre de choses, et la pilule, la contraception et tout, il y a la naissance de ce qu'on peut appeler parfois un féminisme d'État. Et au niveau du corps de la lutte, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a plein de bouquins qui parlent de plein de trucs, et ça part dans tous les sens, et soit vous vous retrouvez avec des bouquins qui sont comme ça, soit vous vous retrouvez avec 3 lignes. Je vais faire le choix des 3 lignes. Dans les années 60, c'est surtout une lutte contre le patriarcat et les libertés. Et en 1970, on voit que les femmes se distinguent du milieu ouvrier. Avant, elles étaient très dans les trucs marxistes, avec évidemment le PCF qui file le droit de vote, qui a beaucoup aidé pour le droit de vote et tout. Il y a vraiment un lien important entre le marxisme et les communistes et les féministes. Dans les années 70, justement, il y a une dissension entre ces deux-là. Et c'est aussi un peu un moment de non-mixité où les femmes luttent par les femmes et la lutte se fait par les femmes et pour les femmes. C'est le moment évidemment du MLF. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la différence entre la seconde vague et la première, c'est déjà que dans la seconde, elles ont l'idée que l'histoire est en train de se faire, qu'elles sont en train de faire un truc historique, et qu'elles en ont vraiment conscience dans leur lutte. Et il y a une rupture au niveau de l'organisation, des revendications, des modes d'action. Et c'est à ce moment-là aussi qu'émerge le fait qu'être une femme, c'est une construction sociale. J'avais un truc à rajouter, j'ai oublié mes notes. Ah oui, faut pas que j'oublie ce petit détail parce que c'est en discutant avec quelqu'un de ma conférence qui m'a dit que les lesbiennes, elles font vachement partie de la seconde vague. Et en fait, moi, je les ai très peu croisées dans ce que j'ai lu. J'ai peut-être pas lu les bonnes choses. Mais du coup, je tenais à rappeler que les lesbiennes ont été très présentes pendant la seconde vague et elles ont été complètement invisibilisées après. Et c'est là qu'on arrive à la troisième vague. La troisième vague, c'est qui commence du coup par les années 90. Il y a ce qui est intéressant, tout est intéressant, mais c'est le moment où il y a vraiment une idée d'intersectionnalité qui apparaît. La seconde vague, c'est vraiment les femmes, point. Et la troisième vague, c'est vraiment toutes les femmes précaires, les femmes les femmes précaires, les femmes racisées, les personnes queer. Et il y a vraiment une idée de se rassembler dans la lutte pour lutter tous ensemble.
Euh, C'est aussi le moment où on commence à voir en France l'institutionnalisation du féminisme avec des études de genre. C'est le moment où les théories queer arrivent en France. Cette troisième vague-là, elle naît plutôt aux USA, donc on a récupéré beaucoup de trucs, notamment ce que je disais, les études de genre. C'est le moment aussi où, en France, on a le mariage pour tous, les droits pour les personnes trans. Il y a tout un changement de contexte politique qui s'était déjà un petit peu dessiné auparavant avec l'abandon un peu de la lutte féministe syndicaliste pure. Mais là, c'est vraiment marqué puisqu'il y a un changement de contexte politique avec la chute de l'URSS et le discrédit du communisme et du marxisme. Donc ça change beaucoup de choses dans la manière de lutter et de comment percevoir la lutte. C'est plus les mêmes alliés d'une certaine manière. Là où la seconde vague, surtout le début de la seconde vague, il y a beaucoup de liens avec les syndicats et les partis politiques. La troisième vague se retrouve plus avec d'autres personnes opprimées dans l'intersectionnalité. D'ailleurs, c'est intéressant, enfin, j'aime bien ce petit fait-là aussi. Le terme de troisième vague, il n'est pas toujours utilisé et revendiqué, comme le terme de féministe. Par exemple, on voit l'apparition du terme antisexiste, parce qu'il n'y a pas toujours un féminisme qui est assumé, et pourtant il est très présent. Et ce qu'on n'avait pas dans la seconde vague, mais qu'on retrouve dans la troisième, c'est les deux générations qui se suivent et qui se superposent. Il y a un creux de quasiment 20 ans entre la première et la seconde vague, et la première vague est tellement vaste qu'en fait, il y a plusieurs générations de féministes au sein de la première vague. Dans la troisième vague, les féministes de la seconde vague, elles sont toujours là, elles sont vieillissantes, elles sont pas forcément encore très très actives sur le terrain, mais elles sont toujours présentes, et du coup ça crée aussi un peu des dissensions, mais ça permet des discussions, ça permet des collaborations, et ça permet une passation qui se fait peut-être d'une meilleure manière que ce qui s'est fait justement pendant la première vague, ce sur quoi on a fini la conférence dernière, et le fait qu'on perdait justement dans la transmission. La troisième vague, c'est aussi la fin de la non-mixité exclusive. C'est la mise en place d'actions sous forme de happenings qui sont plus ou moins festifs et qui sont souvent tournés vers les médias plutôt que vers les politiques. C'est-à-dire qu'on essaie de ramener des gens plutôt que d'être peu nombreux à faire pression sur le gouvernement ou l'État. Donc le but, c'est d'être le plus gros groupe possible, de réunir le plus de gens, de faire le plus de bruit possible pour ensuite pouvoir agir plus tard, mais de manière plus violente ou en tout cas de plus efficace. Je parlais de transmission, mais en fait, il y a du coup un problème de transmission qui subsiste, puisqu'il y a un conflit générationnel qui n'est pas forcément pendant la seconde vague. Et une rupture, du coup, ce qui crée une rupture générationnelle, mais aussi politique, notamment autour des questions du voile, de la prostitution. Et d'ailleurs, je reviens sur le voile, puisque j'ai emprunté il n'y a pas très longtemps un bouquin à la bibliothèque universitaire avec des slogans. J'étais super contente, je pouvais faire des pancartes. Et c'est 40 ans de slogan, quelque chose comme ça et tout, donc qui part des années 70. Et j'épluche mon bouquin, et là je tombe sur des trucs islamophobes. La question du voile. Et du coup, ce que je mentionnais tout à l'heure, et on entend parfois, mais très rarement parler d'une quatrième vague, parce qu'en fait, cette quatrième vague-là, elle est très floue. Elle commencerait plutôt en 2010, et en fait, elle serait constituée uniquement du militantisme en ligne. Et du coup, elle se superposerait totalement avec... Enfin, non, pas totalement, partiellement, mais elle aurait vraiment exactement lieu en même temps que la troisième vague, ce qui n'est pas le cas de la deuxième et la troisième. Et je voulais revenir aussi sur le terme de vague en lui-même, parce que j'ai commencé en fait ma recherche là-dessus, sur ce terme de vague, en me disant mais pourquoi on parle de vague? Et puis j'aime bien cette analogie de la vague qui emporte tout et qui se superpose et tout. Mais ce que j'avais pas vu et qui est quand même très intéressant, c'est que dans une vague, il y a des moments en creux. C'est que quand la vague se retire, il n'y a plus rien jusqu'à ce que la prochaine arrive. Et ça, on le voit dans l'histoire. Les vagues, elles s'additionnent un peu comme une marée montante. Chaque génération est prête à aller plus loin. Ça, j'aime bien aussi. Il y a quand même une analogie qui montre des limites. Parce que les renouvellements de vagues, c'est des renouvellements générationnels, mais parfois les vagues se superposent et ça n'a pas forcément des retombées. On peut parler de marée descendante. Bref, il y a des limites. Et du coup, déjà entre la première et la deuxième vague, il y a toute une génération qui se revendique pas féministe, mais qui se concentre sur les droits des civils, les droits des femmes, le contrôle des naissances. Du coup,
toutes ces femmes-là, on n'en parle pas quand on parle de vagues, ce qui pose problème parce que ça veut dire qu'on efface tout un pan de l'histoire féministe en, en parlant uniquement de vagues et en ne parlant pas de creux. Et du coup, j'étais tombée sur le terme qu'utilise Karen Offen quand elle étudie justement le féminisme entre 1750 et 1950. Et elle parle d'éruption. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça explose, il y a des coulées, et les coulées restent, descendent et subsistent. Et je crois que je préfère aussi cette analogie-là. Voilà. Allô, un de deux. Comme tout à l'heure, si jamais, donc déjà merci beaucoup Ellie pour cette conférence. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous fera passer le micro. Il y a des questions. Ouh. Merci beaucoup pour ta conférence. J'ai juste une petite question. Tu parles de 3 vagues et pourquoi tu mentionnes... Enfin, tu dis, il y en a, on parle d'une 4e, mais toi, tu n'as pas voulu la prendre ou est-ce qu'il y en a qui disent que la 4e n'existe pas? En fait, c'est pas que les gens disent qu'elle n'existe pas, c'est que j'ai travaillé dans un temps limité, donc j'ai pas pu lire tout ce que je voulais et tout, donc évidemment mes sources ont des limites. Mais j'ai trouvé, sur tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé qu'une seule personne qui le mentionnait sur une ligne. Donc, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle n'est pas reconnue. Je suis pas sûre qu'elle soit pas reconnue parce que depuis 2012, c'est vraiment l'arrivée de l'utilisation des médias sociaux, les réseaux sociaux, Twitter. Mais si tu tapes 4e vague, elle est vraiment connue et elle est vraiment reconnue. Oui, mais vu que j'ai travaillé à partir de sources universitaires principalement, et dans les sources universitaires que j'ai trouvées, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, d'ailleurs j'en parle, mais elle est moins reconnue, moins connue en tout cas, que les 3 autres. Peut-être parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai essayé de l'aborder. Merci. Ce que tu disais, Ellie, tout à l'heure, c'est que du coup, la 4e vague se passait en même temps que la 3e vague, en partant du principe qu'elle existe. Elle existe. Elle existe, oui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer finalement que la 4e vague est une extension de la 3e ? Oui, mais pour moi non. C'est pas la même vague. Je crois que c'est ça, c'est la question que tu posais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même vague? C'est ça? Dans un sens, oui. Ok. Pour moi non, parce que c'est bon. Déjà, je parlais de changement générationnel. Il y a un changement générationnel entre les féministes des années 90 et les féministes des années 2010, 2015, 2020. Et ensuite, parce qu'il y a une autre rupture qui se crée, c'est sur la forme. La rupture qui se fait dans les années 90, par exemple, c'est les happenings. La rupture de 2010, c'est le militantisme en ligne, en fait. Et du coup, si ces vagues-là ont lieu en même temps, elles sont pas les mêmes. Et tu peux peut-être faire partie des 2 vagues simultanément en tant qu'individu, même si j'ai du mal à croire qu'en tant qu'individu, tu puisses faire partie d'une vague. Tu fais partie d'un mouvement. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, tu fais partie d'un mouvement qui fait partie d'une vague. C'est ça. Tu peux agir sur les 2 plans, en tout cas. Et ça t'empêche pas d'agir sur les 2 plans. T'es pas obligé d'agir. Et justement, moi, j'encourage à ne pas agir que sur un plan. Notamment parce que je vois ça souvent quand j'en discute. Militer sur les réseaux, c'est bien. Mais militer sur les réseaux, c'est aussi encourager les gens à militer dans la rue. Et que militer sur les réseaux, ça ne suffira pas. Et que pour moi, c'est une continuité justement de la lutte. Mais que la lutte ne se suffit pas elle-même si elle reste uniquement centrée sur les réseaux sociaux. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Eh bien, si ce n'est pas le cas, donc déjà, merci beaucoup, Ellie. Alors, merci beaucoup encore une fois, parce qu'Ellie est un très jeune militant qui taffe énormément, donc ça, je le dis, désolé, je trouve ça super important de lui reconnaître.
Ensuite, donc de nouveau, il y a plein de stands. Là, on va faire une petite pause. Il y aura une prise de parole de la Marche des Fiertés. Les conférences vont continuer ensuite. Vous avez café, sirop, thé gratuitement. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas. Il y a un chapeau pour nous donner un peu d'argent. Vous pouvez aussi nous faire un don à travers notre page Hello Asso, ce qui nous permet de nous financer grosso modo le matériel et de réaliser d'autres événements comme celui-ci. Et je vous dis à tout à l'heure. Donnez un joint, s'il vous plaît.